Nous allons voir aujourd'hui un panorama général des statistiques et des statistiques descriptives plus précisément. Considérons par exemple 20 familles qu'on a interrogées pour connaître leur nombre d'enfants. Les résultats obtenus sont les suivants, c'est-à-dire qu'on a ici une énumération des 20 résultats obtenus pour les 20 familles, avec dans chaque case le nombre d'enfants de la famille. En statistique, on parle de population. Les 20 familles, c'est la population de référence. Vous verrez que tout le vocabulaire de la statistique est empreint de démographie, puisque en fait, les notions statistiques ont essentiellement été développées au départ pour résoudre des problèmes de démographie. Donc on parle de population, on parle d'individus. Les individus, ce sont les éléments de la population. Ici, les individus sont les familles. Il y a 20 individus dans cette population. On parle de caractère. Le caractère, c'est ce qu'on étudie plus précisément dans cette population. Ici, le caractère, c'est le nombre d'enfants. Ce caractère présente plusieurs valeurs qu'on appelle des modalités. Ici, les différentes modalités sont 0, 1, 2, 3, 4 pour le caractère nombre d'enfants. On distingue la notion de caractère quantitatif, pour lequel les modalités sont des nombres, et de caractère qualitatif, pour lequel les modalités ne sont pas des nombres. Cette frontière, bien que pratique, n'est pas étanche. En effet, on peut d'un caractère quantitatif faire un caractère qualitatif. Prenez par exemple l'âge, qui est un caractère éminemment quantitatif. Si on découpe les âges en tranches d'âge, moins de 25, 25, 40, 40, 60, 60 et plus, et qu'on donne un nom à ces tranches d'âge, la jeunesse, l'âge mûr, l'âge actif, le troisième âge, dans ce cas-là, on transforme un caractère quantitatif en caractère qualitatif. Inversement, prenez un caractère qualitatif comme les catégories socio-professionnelles. Vous savez que l'INSEE a procédé à un codage de ces catégories socio-professionnelles et a donc remplacé les catégories socio-professionnelles par un nombre et a fait donc d'un caractère qualitatif un caractère quantitatif. Ici, on peut voir dans la population étudiée qu'on a 3 fois le nombre 0. Et donc si on veut procéder à une information synthétique sur cette population, on obtiendra un tableau dit tableau à simple entrée, où en noir vous avez les modalités, 0, 1, 2, 3, 4, et en rouge vous avez ce qu'on appelle les effectifs. Les effectifs, c'est le nombre de personnes dans la population qui prennent cette modalité. Ce caractère est du caractère discret, parce qu'on a un nombre fini, et en tout cas réduit dans la pratique, de valeurs, de modalités. L'effectif total, c'est 20. Si on divise l'effectif par l'effectif total, on obtient ce qu'on appelle la fréquence, exprimée soit par un nombre à virgule, soit par une fraction, soit par un pourcentage. Voilà ici les fréquences des différentes modalités. Bien sûr, la somme des fréquences, par définition, est égale à 100% ou à 1. Reprenons donc l'exemple avec sa version tableau à simple entrée, tableau modalité effectif. Nous allons nous intéresser à ce qui représente le mieux la série. Et pour cela, nous allons définir 3 notions, le mode, la médiane et la moyenne. Plus exactement, les moyennes. Le mode, c'est la modalité de plus grand effectif. Ici, le plus grand effectif, c'est 9. Et donc la modalité de plus grand effectif, donc le mode, est égal à 2. Rien n'empêche une série d'avoir plusieurs modes. Si elle a un seul mode, on dira qu'elle est unimodale. Si elle a plusieurs modes, on dira qu'elle est plurimodale. Si elle a 2 modes, on dira qu'elle est bimodale. La médiane, c'est la valeur qui partage la population en deux, c'est-à-dire la valeur telle qu'on a autant en dessous qu'au-dessus. La moitié de la population en dessous, la moitié de la population au-dessus. Ici, si on met tous les individus sur un mur par ordre croissant, on voit bien que pour avoir 10 individus à gauche, 10 individus à droite, puisque l'effectif total est de 20, il faut partager entre 2 et 2. La médiane sera donc égale à 2. Dans cet exemple-là, toujours 20 individus au total,
cette fois-ci 21 individus au total, on se rend compte que pour avoir autant d'individus à gauche qu'à droite, il faut couper un individu en deux, et donc la médiane sera bien sûr la valeur de cet individu coupé, c'est-à-dire 2. Dans cet exemple-ci, 8 et 2, 10, 20 individus, on se rend compte que la médiane coupe entre 2 et 3, et donc arbitrairement, on dira que la médiane c'est la demi-somme des deux, 2,5. Et enfin, dans ce dernier exemple, même cas de figure, mais on coupe entre 2 et 6, et donc la médiane sera la demi-somme des deux, c'est-à-dire 4. Voilà comment on détermine la médiane, en tout cas pour les caractères discrets. Dernière caractéristique dite de position, la moyenne. L'idée de la moyenne elle est toute bête, on fait la somme des 20 valeurs, on divise par l'effectif total. C'est la moyenne arithmétique. Quand on parle de moyenne, on parle toujours de celle-là, mais vous verrez qu'il existe d'autres moyennes. Ça revient donc à faire 3 fois 0, 5 fois 1, 9 fois 2, 2 fois 3, et 1 fois 4. Ça revient donc à multiplier les modalités par les effectifs, faire la somme divisée par l'effectif total. En rouge, les effectifs, en noir, les modalités. On trouve ici dans l'exemple 1,15 pour la moyenne arithmétique. On peut aussi faire la moyenne des carrés, c'est-à-dire que les modalités sont des carrés, les effectifs en rouge, vous voyez, ne bougent pas. Et prendre la racine carrée, pour que ça soit homogène. En effet, il faut que la moyenne ait la même unité que les mesures de départ. Donc si on fait la moyenne des carrés, il faut prendre la racine carrée pour retomber sur l'unité de départ. C'est une moyenne qui existe, qui s'appelle la moyenne quadratique. Regardons maintenant un exemple pour voir que la notion de moyenne n'est pas aussi intuitive qu'il y paraît. Considérons que je vais de la ville A à la ville B à 60 km/h. Tout du long, ma vitesse est constante, 60 km/h. Puis, presto, je vais de la ville B à la ville A, cette fois-ci à 140 km/h de vitesse constante. Si on se pose la question suivante, quelle est la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? La première réponse qui vient à l'idée, c'est 100 km/h, 60 plus 140 sur 2, 200 sur 2, 100. Eh bien, cette réponse est fausse. Pour le voir simplement, considérons une distance particulière entre A et B, qui soit à la fois un multiple de 60 et de 140 pour éviter les nombres à virgule et pour voir les choses clairement, intuitivement. Prenons donc 420 km entre A et B. Cette distance n'influe absolument pas sur le raisonnement, quelle que soit la distance choisie, le calcul serait le même. C'est une distance qui est pratique pour voir les choses avec des nombres entiers. Quelle est la distance du trajet aller? 420 km/h à 60 km/h. Il faut donc 7 heures pour l'aller. Pour le retour, 420 km/h à 140 km/h. 420 km à 140 km/h, il faut 3 heures. Soit 10 heures pour l'aller-retour, c'est-à-dire 840 km. Et donc on voit clairement ici que la moyenne, elle est de 84 km/h et donc pas de 100. Si on formalise, la vitesse de l'aller, c'est la distance sur le temps de l'aller. De la même façon, la vitesse du retour, c'est la distance sur le temps du retour. La vitesse moyenne, elle, c'est la distance totale, aller-retour, c'est-à-dire 2 fois la distance entre les deux villes, sur le temps total mis pour faire le trajet, soit le temps de l'aller plus le temps du retour. L'inverse de A sur B, c'est B sur A, donc on a le droit d'écrire ça. On a le droit de faire passer le 2 en dessous. Donc on en est là. On a le droit de séparer la fraction en 2. Et on reconnaît l'inverse de la vitesse aller, l'inverse de la vitesse retour,
C'est-à-dire que la vitesse moyenne apparaît comme l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses des vitesses. Inverse de la moyenne des inverses. Quand on ne précise pas, quand on dit moyenne tout court, on parle toujours de la moyenne arithmétique. Donc la vitesse moyenne, c'est l'inverse de la moyenne des inverses des vitesses. C'est ce qu'on appelle la moyenne harmonique. Inverse de la moyenne des inverses. Et vous voyez donc que cette moyenne harmonique a une utilité pratique. Dans l'exemple qui nous intéresse, on ne peut pas calculer la moyenne harmonique parce qu'on a la modalité 0, et 1 sur 0, ça fait l'infini. Ça ne permet pas de calculer de moyenne harmonique. La moyenne harmonique dans cet exemple n'existe pas. Changeons donc l'exemple pour voir un calcul pratique. Inverse de la première modalité, inverse de la deuxième, inverse de la troisième, inverse de la quatrième. Les effectifs, eux, ne changent pas. 3, 4, 2 et 1. Et on additionne tout ça. Et on divise par 10. Et à partir de là, il faudra prendre l'inverse. C'est-à-dire, en fait, intervertir le haut et le bas de la fraction, faire donc 10 sur tout ça. Voilà le calcul de la moyenne harmonique. Autre exemple pour une autre moyenne. Considérons un produit qui augmente de 10% par an pendant 7 ans. Puis de 30% par an pendant 3 ans. Et on vous demande l'augmentation annuelle moyenne sur 10 ans. La première idée qui vient, c'est de faire 7 fois 10 plus 3 fois 30 sur 10, ça fait 16%. Cette idée est fausse. En fait, pour le voir, il faut se dire qu'augmenter de 10%, ça revient à multiplier par 1,10. Donc, augmenter de 10% pendant 7 ans, puis de 30% pendant 3 ans, ça revient à multiplier par tout ça. Soit 1,1 puissance 7 fois 1,3 puissance 3. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le coefficient multiplicateur unique qui, répété chaque année pendant 10 ans, correspond à ça. On doit donc résoudre cette équation. On obtient A égale racine dixième de ça. En fait, ça revient à faire ce qu'on appelle la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs. On trouve ici A égale 1,1565 et donc une augmentation annuelle moyenne de 15,65%. Si on répète ce calcul de moyenne géométrique sur notre exemple, l'exemple sans 0, parce qu'avec 0, là encore, la moyenne géométrique serait nulle et n'a pas beaucoup d'intérêt, on obtient ce calcul-là. On remplace les sommes d'une moyenne arithmétique par des produits. Autre façon de voir la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, c'est l'exponentielle de la moyenne des logs. Je fais la moyenne avec les logs, les effectifs ne bougent pas, les modalités sont non pas 1, 2, 3, 4, mais leur logarithme, log de 1, log de 2, log de 3, log de 4. Et à la fin, je prends l'exponentielle. La moyenne quadratique, on n'en a pas vu d'application pratique, on la verra tout de suite après. En fait, donc, nous avons 4 moyennes. La moyenne arithmétique, qu'on peut considérer comme étant associée aux puissances 1, on fait la moyenne des modalités, donc des modalités puissance 1. La moyenne quadratique, qu'on peut considérer comme associée aux puissances 2, on fait la moyenne des carrés. La moyenne harmonique, qu'on peut considérer comme associée à la puissance moins 1, puisqu'on fait la moyenne des inverses. 1 sur x et x puissance moins 1. Et enfin la moyenne géométrique, qui est associée au logarithme, qui, comme on le sait, sont négligeables devant n'importe quelle fonction puissance, qu'on peut donc considérer comme associée à la puissance, entre guillemets, 0. Eh bien, cette façon de voir permet d'établir une hiérarchie entre les moyennes qui sera respectée par toutes les séries. Autrement dit, la moyenne harmonique sera toujours inférieure ou égale à la moyenne géométrique, qui sera toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique, qui sera toujours inférieure ou égale à la moyenne quadratique. Mode, médiane et moyenne sont ce qu'on appelle des paramètres ou des caractéristiques de position
ou de tendance centrale. Elle reflète en fait autour de quelle valeur se situe la série avec trois idées. Le mode, c'est la valeur prise par la majorité. La médiane, c'est la valeur qui coupe la population en deux. Et la moyenne, c'est la moyenne. Prenons deux séries. Un premier élève, par exemple, qui a eu 3 fois 9, 4 fois 10 et 3 fois 11. Et un second, qui a eu 3 fois 1, 4 fois 10 et 3 fois 19. Si on calcule mode, médiane, moyenne pour ces deux séries, pour les deux, on trouve pour les trois valeurs 10. On pourrait penser donc que ces deux séries se ressemblent. Or, il n'en est rien. On voit très bien qu'on a un élève, l'élève du haut, qui est très régulier, toujours près de la moyenne, et l'élève du bas qui est très irrégulier, qui a des notes très très différentes. Il faut donc trouver une façon de mesurer cet aspect des séries statistiques qui s'appelle la dispersion. Donc nous allons apprendre à mesurer la dispersion. La première idée qui vient, c'est de se dire, j'ai la moyenne, qui vaut 1,15, comme on l'a déjà calculé, et bien je vais calculer les écarts par rapport à la moyenne, écart entre 0 et la moyenne, 1 entre 1 et la moyenne, entre 2 et la moyenne, entre 3 et la moyenne, entre 4 et la moyenne, puis je vais faire une moyenne de ces écarts. Et bien si on fait ça, quelle que soit la série, on trouve toujours 0. Pourquoi ? Parce qu'on a des écarts positifs et des écarts négatifs, et compte tenu de la formule de la moyenne, ces écarts se compenseront toujours. Donc ça n'est pas la bonne technique pour calculer un espèce d'écart moyen, qui mesurerait bien la dispersion de la série. Il faut donc rendre tous les écarts positifs. Il y a deux façons de le faire. La valeur absolue ou le carré. Les deux méthodes sont utilisées, avec une préférence très nette dans la pratique pour la deuxième, puisqu'on manipule très mal les valeurs absolues, alors que les carrés permettent d'avoir des identités remarquables, etc. La première notion, c'est ce qu'on note E, et qu'on appelle l'écart absolu moyen, et qu'on appellera plus généralement dans la suite écart moyen, parce que la notion d'écart moyen, telle qu'elle est définie en haut, n'a pas de sens. Le vrai écart moyen, il vaut toujours 0. On n'a donc pas besoin de lui donner un nom. Donc l'écart moyen, c'est l'écart absolu moyen. Et la deuxième se notera V, et c'est la variance. La variance n'a qu'un défaut, c'est qu'elle n'est pas homogène à l'unité de départ. Pour que ça soit homogène à l'unité de départ, il faut prendre la racine carrée. Et cette racine carrée, ça s'appelle l'écart type, et ça se note sigma. Et on voit réapparaître ici la moyenne quadratique. On peut définir l'écart type comme la moyenne quadratique des écarts. Dans la pratique, on utilisera une formule pratique de calcul de la variance, qui n'est pas la définition qu'on vient de voir, mais qui est la variance, c'est la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. C'est-à-dire qu'on fait la moyenne des modalités au carré, 0, 1, 2, 3, 4 au carré, en gardant les effectifs eux ne changent pas, on fait la moyenne des carrés, et on retire le carré de la moyenne. On peut généraliser toutes ces notions, moyenne, variance, avec la notion de moment. Prenons une série, modalité, effectif, toujours, pareil. Notons x1, x2, x3 et x4, les quatre modalités. Notons n1, n2, n3 et n4, les quatre effectifs. L'effectif total, n, sera égal à 10. Le moment non centré d'ordre k, qu'on note mk, s'obtient à partir de cette formule, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des modalités à la puissance k. Avec une notation synthétique, sigma dni xi puissance k sur sigma dni étant égal à n. M0 est toujours égal à 1. M1, c'est la moyenne arithmétique. Moment centré d'ordre k, cette fois-ci, mu k, notez mu k.
mais on fait la moyenne, mais non pas des valeurs avec les modalités puissance k, mais des écarts à la moyenne à la puissance k. Et mu0 est toujours égal à 1, mu1 est toujours égal à 0, c'est le fameux écart moyen bête, mu2 est toujours égal à la variance. À partir de ces moments, on définit un coefficient d'asymétrie, gamma 1, qui est égal à mu3 sur sigma au cube, skewness pour les anglo-saxons, et un coefficient d'aplatissement, gamma 2, qui est égal à mu4 sur sigma 4. Ce coefficient d'aplatissement est toujours supérieur à 1, et on considère qu'il est normal à 3, c'est-à-dire qu'on considère comme normal, on le verra plus tard, le coefficient d'aplatissement de la loi elle-même, appelée loi normale. L'aplatissement, kurtosis pour les anglo-saxons. Si on regarde sur un dessin, la symétrie vers la gauche donnera un coefficient négatif, la parfaite symétrie donnera un coefficient nul, et la symétrie vers la droite donnera un coefficient positif. En ce qui concerne l'aplatissement, vous avez au centre le schéma de la loi normale. Donc un coefficient d'aplatissement compris entre 1 et 3, on dira que la courbe est plus aplatie que la loi normale. À 3, elle est comme la loi normale. Au-dessus de 3, elle est plus étirée que la loi normale. Les représentations graphiques, toujours l'exemple de départ. Le diagramme en bâton. Les secteurs ou camemberts. La boîte à moustaches. Q1, c'est le premier quartile. On ne l'a pas défini. C'est la valeur telle qu'on est un quart de la population avant et trois quarts après. Q3, c'est le troisième quartile. C'est la valeur, cette fois-ci, telle qu'on est trois quarts en dessous et un quart au-dessus. Donc en fait, Q1, la médiane et Q3 apparaissent comme trois valeurs qui partagent la population en quatre. Avant Q1, on a un quart de la population. Entre Q1 et la médiane, on a un quart de la population. Entre la médiane et Q3, on a un quart de la population. Au-dessus de Q3, on a un quart de la population. On porte aussi la valeur minimum, la valeur maximum de la série. Nous allons maintenant examiner le cas des caractères continus. Un caractère sera dit continu quand il y a un nombre infini de valeurs et, par extension, quand il y a un nombre très grand de valeurs. Si par exemple on s'intéresse à une distribution de salaire, on a une population de 100 personnes, 30 qui ont un salaire inférieur à 1000 euros, 40 entre 1000 et 2000, 20 entre 2000 et 3000, 8 entre 3000 et 5000 et 2 entre 5000 et 10 000. Quand on a un caractère continu, on est obligé de pratiquer des tranches et de mettre des individus dans des tranches. Ces tranches, ça s'appelle des classes statistiques. Comme vous pouvez le voir, rien n'oblige à ce que ces classes aient toutes la même largeur. L'amplitude d'une classe, c'est justement la largeur de cet intervalle. Le centre d'une classe, c'est le milieu de l'intervalle. L'effectif relatif, c'est l'effectif sur l'amplitude. On verra que cette notion a un intérêt dans la suite. La fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Et donc, on peut définir aussi une fréquence relative en divisant la fréquence par l'amplitude. Dans l'exemple, vous voyez que les classes n'ont pas toutes la même amplitude. La première a une amplitude de 1000, la deuxième aussi, la troisième aussi, alors que la quatrième a une amplitude de 2000 et la dernière une amplitude de 5000. La classe modale, ça n'est pas la classe qui a la plus grande fréquence, ni la classe qui a le plus grand effectif, c'est la classe qui a la plus grande fréquence relative. En effet, certaines classes sont plus nombreuses que d'autres parce qu'elles sont simplement plus larges, plus étendues. Et donc étant plus étendues, c'est normal qu'elles soient plus représentées. La notion de classe modale, c'est la classe la plus représentative. Sur l'exemple ici,
si on calcule les fréquences relatives, la classe modale est la classe 1000-2000. C'est la même que la classe de plus grand effectif, ça arrive souvent, mais ça n'est pas toujours le cas. Changeons un peu l'exemple pour voir que ça n'est pas toujours le cas. À la place de 40, on va mettre 12, et à la place de... on va mettre 32. Quelle est la classe modale ici? Ça n'est pas la classe 3000-5000 qui a pourtant le plus grand effectif, c'est la classe 2000-3000, parce que si on ramène ça à l'amplitude, ça fait 20 pour la classe 2000-3000 et 16 pour la classe 3000-5000, ou bien 40 et 32, ce qui revient même en termes de comparaison. Donc la classe modale, on voit bien ici que c'est la classe qui a la plus grande fréquence relative, c'est la classe 2000-3000, et le mode, c'est le centre de la classe modale, c'est-à-dire 2500. Pour les moyennes, pour l'écart moyen, pour les variances, pour l'écart type, on fait tous les calculs avec les centres de classe. Pas de changement dans les méthodes. Par contre, en ce qui concerne la médiane, il va nous falloir définir une notion supplémentaire et voir comment on calcule la médiane. Cette notion supplémentaire, c'est la notion de fonction de répartition. On voit dans l'exemple qu'on a 30% de la population en dessous de 1000. En dessous de 2000, 30 et 40, 70%. En dessous de 3000, 30, 40 et 20, 90%. 98% en dessous de 5000, 100% en dessous de 10 000. Eh bien, ces valeurs, 30, 70, 90, 98 et 100%, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. On parle aussi de fréquence cumulée, croissante, si on veut être précis. Donc, la fonction de répartition de 1000 vaut 0,3 ou 30%, celle de 2000 vaut 0,7, celle de 3000 vaut 0,9, celle de 5000 vaut 0,98 et celle de 10 000 vaut 1. On note que la fonction de répartition n'est calculée que pour des extrémités de classe, et on note qu'elle est croissante et qu'elle varie de 0 à 1, puisque la fonction de répartition de 0, c'est bien sûr 0. La valeur pour laquelle la fonction de répartition vaut 0,5, ça sera la médiane, 50% en dessous, 50% au-dessus, c'est bien la même définition que pour un caractère discret. Dans la pratique, la médiane sera déterminée par interpolation linéaire. Pour 1000, la valeur de la fonction de répartition est de 0,3. Pour 2000, elle est de 0,7. Pour la médiane, elle est de 0,5. La médiane est comprise entre 1000 et 2000. Et pour la déterminer, on fait une règle de 3, une interpolation linéaire. On écrit que les rapports des écarts à gauche, médiane moins 1000 sur 2000 moins 1000, rapport des écarts à gauche, égale rapport des écarts des mêmes termes à droite. 0,5 moins 0,3 sur 0,7 moins 0,3. Ce qui nous donne une médiane à 1500. Dans le cas d'un caractère continu, on fait un tableau un peu différent. La meilleure façon de porter les valeurs pour un caractère continu, c'est de procéder de la sorte. On met les extrémités de classe, 0, 1000, 2000, 3000, 5000 comme des lignes du tableau, 10 000. On met dans les cases ce qui correspond à une classe, les effectifs par exemple, qui sont des effectifs de classe, entre 0 et 1000, entre 1000 et 2000, entre 2000 et 3000. On voit donc bien visuellement ici de quoi il s'agit. Mais si on doit porter par exemple les fréquences cumulées, donc la fonction de répartition, on la portera sur une ligne, puisqu'elle est associée à une extrémité de classe. Cette façon de procéder permet de bien distinguer ce qui est associé à une classe dans les cases, entre les lignes, et ce qui est associé à une extrémité de classe sur une ligne. La notion de médiane, c'est la valeur pour laquelle la fonction de répartition vaut 0,5. On peut généraliser ce concept et définir la valeur pour laquelle la fonction de répartition vaut n'importe quelle valeur alpha, bien sûr, comprise entre 0 et 1.
alpha étant n'importe quel nombre, on appellera ça le quantile d'ordre alpha. La médiane, c'est donc, par extension, le quantile d'ordre 0,5. Les quartiles, c'est les quantiles d'ordre 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. On en a déjà parlé tout à l'heure au moment de la boîte à moustache. On les note Q1, Q2, Q3. Q2, c'est la médiane. Q3 moins Q1 s'appellera l'écart interquartile et c'est une mesure de dispersion qui vient s'ajouter à écart moyen et écart type. On peut définir des déciles. Il y en a 9. D1, D2 jusqu'à D9. D5, c'est encore une fois la médiane. D9 moins D1 s'appellera l'écart interdécile, c'est une autre mesure de dispersion. On peut définir des centiles, voire des milliles. On peut définir l'écart intercentile, qui est une mesure de dispersion qui sert par exemple pour définir l'inégalité des salaires. Tous les quantiles, comme la médiane, se détermineront par interpolation linéaire.